Du coup, bonjour, Bonjour. bienvenue. Désolé pour le temps d'attente. Du coup, on est sur la deuxième saison de Talk. On est ravis de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi c'est Audrey et je suis la cofondatrice de Ginette et Josiane, qui est une plateforme d'accompagnement dédiée au syndrome d'intestin irritable et aux troubles digestifs plus généralement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Ouais, alors moi j'ai d'abord commencé dans la communication, on va dire institutionnelle. Je travaillais pour des institutions plutôt publiques en agence, comme la sécurité routière, le SIG, et ensuite j'ai été consultante, toujours en agence, spécialisée en marketing et en communication, mais appliquée au sport, à la musique et à l'entertainment. Ok. Et du coup, pourquoi avoir créé ta structure? Tout simplement parce que quand mon associé m'en a parlé, ça m'a paru naturel. J'ai toujours eu envie d'avoir un projet entrepreneurial. J'avais pas la thématique. Et là, quand elle m'a adressé cette thématique et cette problématique qui me concerne directement, ça a fait tilt et je ne me suis pas trop posé de questions. Ok, tu peux me dire qui est ton associé? Mon associé, c'est Audrey aussi. Ok. Donc c'est une amie d'enfance qui souffre comme moi du syndrome d'intestin irritable. Et donc, on a décidé toutes les deux d'associer nos parcours et nos compétences pour aider les autres qui souffrent de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce syndrome, du coup? Ce syndrome, c'est une pathologie digestive qui est assez compliquée à diagnostiquer parce que, comme son nom l'indique, c'est un syndrome et pas une maladie. Et de ce fait, il est diagnostiqué qu'à travers les symptômes. Donc des gaz, des ballonnements, un ventre gonflé après les repas, mais aussi des troubles du transit. Et le problème, c'est que ces symptômes ne laissent pas de traces cliniques sur les intestins ou sur le système digestif. Donc souvent, les médecins, pendant longtemps, nous disent que c'est dans notre tête, que c'est pas si grave, etc. Et donc on met du temps à être diagnostiqué et à être pris en charge. Ok. Quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Je fais tout, comme à peu près beaucoup de fondateurs, et puis on reste encore une petite structure. Après, compte tenu de mon passé, de mes compétences, etc., je vais plutôt être sur vraiment tout ce qui est la stratégie et la structure de l'entreprise. Mais voilà, avec mon associé, on se répartit aussi un peu tous les projets en fonction de la bande passante, de ce qui arrive. Je rédige à peu près tous les contenus de l'entreprise. Et voilà, après, c'est de la gestion courante. Pourquoi avoir choisi le nom Ginette et Josiane, pardon? Ginette et Josiane parce que on s'appelle toutes les deux Audrey et que depuis qu'on est petite, on s'appelait pas Audrey et Audrey et que ça a toujours été comme ça, on s'appelait Ginette, Josiane et que quand on a lancé la boîte, on voulait pas un nom trop médical, on voulait renvoyer un côté un peu plus fun, décomplexé et donc c'est venu assez naturellement. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à te lancer dans l'entrepreneuriat? Vraiment cette cause, je pense. Plus qu'autre chose. Peut-être qu'un autre sujet, et d'ailleurs j'en aurais eu l'opportunité, ne m'aurait pas convaincue. Donc je pense que c'est vraiment cette cause, le fait que ce soit aussi avec Audrey, donc l'associée en qui j'ai pleinement confiance, que j'admire en certains points. Donc voilà, je pense que c'est la convergence de tout ça. Après, il n'y a pas eu une raison. Je pense que ça arrive aussi à un bon moment dans ma carrière où, en sortie de Covid, le milieu du sport, de la musique, de l'entertainment, on connaît une période un peu compliquée. L'agence dans laquelle j'étais, c'était aussi à un moment où il y avait beaucoup de mouvements. Donc voilà, toutes les planètes se sont alignées et j'ai pris cette direction. Ok, d'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec une amie? Les avantages, je pense que ça dépend beaucoup. Enfin, c'est compliqué. Je peux pas dire que ça marcherait avec toutes les amitiés. En l'occurrence, avec cette amie-là et dans le cadre de cette amitié-là, l'avantage c'est qu'on peut se parler très librement. On se fait pleinement confiance, on se connaît par cœur. Et surtout, quand on décide de monter une entreprise avec quelqu'un, on décide quand même un peu de lier notre avenir à cette personne-là. Nous, on dit, c'est un peu comme si on avait décidé de faire un bébé ou de nous marier. Donc le fait que ce soit avec une amie, c'est rassurant. Et c'est assez chouette et épanouissant de se dire que voilà, au-delà de notre amitié ou dans le cadre de notre amitié, ça dépend, il y a aussi cette brique-là entrepreneuriale. Et pour l'instant, moi, j'ai vu aucun inconvénient. Voilà. Au début, on a forcément peur de mettre en jeu cette amitié-là, mais bon, voilà, c'est toujours la même chose si on communique, si on en parle.
peut-être qu'au début ou à un moment, on a eu du mal à s'accorder, à nous accorder des moments d'amitié, et donc à laisser un peu de côté cette amitié. Mais on l'a très vite rattrapé, et maintenant on se force à avoir cet équilibre entre, il y a les moments où on travaille, et là c'est deux entrepreneuses qui se parlent, des associés, et des moments où là j'étais en week-end avec elle, c'est un week-end entre amis, même si le sujet Ginette et Josiane revient très facilement et très rapidement, tout est imbriqué, mais voilà, on se force maintenant au moins une fois par semaine à avoir un moment d'amitié. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? D'y croire, d'être persévérant. Il n'y a aucune entreprise qui a marché du jour au lendemain. Si vous croyez en votre idée, l'idée elle n'est pas née de nulle part, elle est née toujours de quelque part, d'une expérience, d'une problématique qu'on rencontre. Et donc et puis des idées on en apprend dans la vie. S'il y en a une qui est suffisamment forte et en nous pour qu'elle soit portée en un projet entrepreneurial, c'est qu'on y croit suffisamment, donc voilà, c'est d'être persévérant. Après effectivement, faut savoir aussi lâcher à un moment et se dire là ça fonctionne pas, force est de constater que je me suis trompée, ou qu'il faut que je revoie le modèle ou le projet, mais il faut y croire parce qu'il y en a beaucoup qui nous diront que ça fonctionne pas. Nous les premières, on nous a dit c'est un projet trop niche, votre business model il est trop il est fondé sur trop d'offres différentes, etc. Sauf que nous le fait est que c'est pas une si petite niche que ça, parce que le jour où j'arrive à adresser les 6 millions de personnes qui sont du syndrome d'imposteur, je pense que l'entreprise peut me dire que c'est déjà pas mal. Et après, le modèle de notre entreprise, oui, il a beaucoup d'offres, mais on va aussi retravailler ça. Il évolue et il évoluera toujours. Mais on continue de croire au bien fondé de cette entreprise. Est-ce que tu peux expliquer du coup le concept de l'entreprise que tu vends, ce que tu offres, ton offre? Donc c'est vraiment une plateforme, et c'est là où c'est un modèle effectivement en termes de business pur un peu compliqué, dans le sens où on n'a pas une offre. Nous on adresse, notre spécialité c'est vraiment les intestins et le syndrome d'intestin irritable, donc on adresse différents secteurs d'activité. Donc il y a parfois des entreprises qui vont se spécialiser dans un domaine, donc par exemple les compléments alimentaires, par exemple la food, par exemple les plateformes médicales. Nous on adresse ces différents secteurs, mais avec notre spécialité que sont les intestins ou le syndrome d'intestin irritable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en étant une plateforme, on est à la fois un média, donc on crée vraiment beaucoup de contenu pour informer et aider les gens à mieux vivre avec cette pathologie. On est aussi une plateforme de distribution, donc là c'est une épicerie en ligne sur laquelle on distribue des produits, on identifie et on distribue des produits compatibles avec notre pathologie. On est aussi maintenant une marque et on a une gamme propriétaire de compléments alimentaires et de food. Et on est aussi une plateforme de mise en relation avec des spécialistes. Et donc là, notre site, c'est plutôt B2B finalement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'offres, différents business models, différentes cibles. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que le modèle est vertueux, parce que ces différentes offres s'auto-alimentent et ces différentes cibles aussi. Les avantages d'un bon entrepreneur pour toi? La flexibilité. Là où je disais qu'il faut être persévérant, il faut aussi savoir se montrer flexible. Nous, par exemple, le projet, ça fait 3 ans et je pense qu'il a changé 10 fois depuis. Même si l'idée de base reste là, c'est d'accompagner et de mettre à disposition des solutions. En fait, le projet évolue forcément quand il est confronté au marché, quand il est confronté à sa cible. Le contexte aussi évolue, le contexte ne serait-ce que nous, juridique, par exemple, pour des compléments alimentaires, c'est de plus en plus réglementé, etc. Il y a des acteurs qui arrivent aussi sur le marché, il y a des acteurs qui en partent. Donc si on n'est pas flexible, si on est trop accroché à notre idée de départ et qu'on n'est pas OK pour la faire évoluer, je pense que c'est là où ça casse. Oui, parce que du coup, ton idée de départ et ton idée de plus 3 ans, n'a rien à voir. Enfin, je pense que c'est pour tout entrepreneur, entre ce que je rencontre et tout, c'est que entre ce que tu penses vouloir faire, et en plus après entre l'idée, quand tu l'écris sur le papier, et après entre l'évolution par rapport au marché ou aux demandes, exactement. Ça c'est une évolution constante, c'est ça? Exactement. Et puis quand t'es deux, forcément, faut être flexible aussi, faut évoluer. Et puis après, tu finis par recruter, et t'as aussi des profils qui t'apportent des choses. Donc vraiment, pour moi, c'est la clé, c'est cette flexibilité.
c'est d'allier plutôt cette notion de persévérance et de ok, j'ai une vision, j'ai un but, mais le chemin pour aller vers là, il n'est pas forcément tout droit et je dois pouvoir prendre des détours ou moi m'accorder un détour par rapport à ce que j'avais en tête pour pouvoir arriver au but final. Ok. Tu t'es lancé aussi dans l'aventure d'écriture en créant ton premier livre. Ouais. Tu peux nous expliquer le process? Alors là, pour le coup, c'est la maison d'édition qui nous a contactés directement. Donc le process, il n'y en a pas vraiment eu de notre côté. On a été plutôt agréablement surprise, surtout qu'ils nous ont contactés assez tôt dans l'aventure. On n'avait pas non plus encore la communauté qu'on a aujourd'hui, la légitimité qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça a été pour nous un gros gage de confiance, pour moi un gros challenge puisque j'ai en grande partie écrit moi-même le livre. Gros syndrome de l'imposteur. Ce que j'ai demandé. Voilà, parce que non seulement, moi j'ai en plus un parcours plutôt littéraire avant, donc cette notion à l'édition, à l'écriture, pour moi c'est quelque chose que je mettais sur un piédestal, que je continue de mettre sur un piédestal, c'est pas un exercice facile, ni donné à tout le monde. Et en plus de devoir le faire autour d'un sujet qui est un sujet médical, où moi je suis patiente, même si je suis experte de ce sujet-là. Ça a été très compliqué de se dire pourquoi moi, pourquoi on me confie ce projet-là. Et finalement, à force d'écrire, à force de se faire sa place et d'interagir aussi avec notre communauté, on comprend qu'on a des choses à dire et qu'elles peuvent être pertinentes. Après, le tout, c'est de trouver le bon positionnement dans l'écriture. Du coup, tu as trouvé la réponse à tes questions? Ouais, après, elles sont jamais définitives, mais je pense que faut jamais attendre d'avoir des réponses définitives, notamment dans l'entrepreneuriat. Pour avancer, pour oser, faut pas attendre non plus que tout soit parfait, sinon on se lance jamais en fait. Et en plus, c'est de cette expérience-là qu'on apprend aussi, mais en faisant des erreurs aussi. Donc il faut accepter qu'on puisse faire ces erreurs-là, qu'on puisse ne pas avoir des réponses tout de suite, qu'on puisse au milieu du process devoir recommencer. Moi, je vais revenir sur le fait, comme tu as dit, que beaucoup de gens attendent le fait que tout soit parfait. Ouais. Et du coup, n'osent pas se lancer. Et que du coup, à force, ne font rien. Bien que moi, avec mon expérience et avec le temps, en fait, je me rends compte que il y a des entrepreneurs, il y en a qui sont salariés, il y en a qui, au début, j'acceptais pas. Il faut de tout pour faire un monde, entre guillemets, la phrase simple. Qu'est-ce que tu dirais, toi, parce qu'on l'a déjà posé, mais j'aimerais bien plus le préciser, ça. Le fait de ne pas attendre que ce soit parfait pour avancer, en fait, pour se lancer. Parce que... Tout évolue tellement vite que, en fait, si tu attends que ton idée arrive au bon moment sur le marché ou auprès de ta cible, le marché va déjà évoluer quand tu vas mettre en place. Donc, nous, il y a des projets, par exemple, notre site internet, il est en refonte depuis 2 ans. Il est sorti 2 ans après les premières discussions qu'on a eues sur ce site internet. Et en fait, 2 ans après, on s'est regardé avec mon associé, on s'est dit, en fait, on n'aime plus. Enfin, il y a trop de choses qui ont changé, et on n'aime plus, mais ça correspond plus parce qu'il y a 2 ans, on était différentes, etc. Mais voilà, un projet, ça prend du temps à être mis en place. Donc, entre le temps où il est mis en place, le temps où il est soi-disant parfait, le contexte autour aura évolué. Et donc, encore une fois, on ne va pas arrêter alors qu'on a lancé tout ça, alors que le contexte a évolué et que c'est plus le moment présent, parfait, pardon. Donc, je pense que de toute façon, il n'y a jamais rien de parfait. Que justement aussi, il faut arrêter de croire que les gens aiment la perfection. Vraiment, je pense que nous, on ressent au quotidien aussi auprès de notre communauté, on communique souvent sur le fait qu'on ait des galères logistiques, sur le fait que l'entrepreneuriat ce soit dur, que parfois on puisse prendre des mauvaises décisions, on reste humaine. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens et qui fait que notre communauté, elle nous pardonne pas tout parce qu'on reste une entreprise. Donc, il faut mettre le maximum de qualité dans les services. Mais parfois, l'erreur est humaine. Et je pense que cette notion aussi d'erreur, elle est acceptée quand on est bien dessus. Et qu'on montre que finalement, on a fait notre mieux pour que ce soit du mieux possible,
le plus parfait possible. Mais en fait, on ne contrôle pas tout. Et vraiment, moi, j'ai tiré ça de mon expérience précédente dans l'événementiel, où une grande partie de mon travail était événementiel, où j'étais sur des projets où il fallait que tout soit carré, que tout soit rigoureux. Et en fait, on a beau tout faire carré, tout faire rigoureux, notamment dans l'événement. Si ça doit se passer autrement, ça se passe autrement. Et la plus grande qualité, je pense, de quelqu'un qui travaille dans l'événementiel et qui est bon là-dedans, c'est de se dire j'ai prévu tous les aléas, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, il faut que je sois suffisamment agile pour que si ça se passe pas, s'il y a de la pluie le jour de mon événement, l'événement aura quand même mieux, il sera quand même génial. Il sera différent de ce que j'avais en tête, mais ce sera quand même un bon moment. Ouais, parce que dans l'événementiel, de toute façon, tu veux pas t'as un instinct. Mais comme, je dis n'importe quoi, la SNCF ne peut pas contrôler qu'il y a un accident sur ses rails. Comme toutes les grandes entreprises, il y a une part d'aléa. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôlera jamais. Donc si on attend que ce soit parfait et qu'on est frustré si c'est pas parfait, forcément, en tant qu'entrepreneur, on va avoir beaucoup de frustration et on va mal vivre son entreprise. D'accord. La place de la communication pour toi dans l'entrepreneuriat? La communication, c'est à la fois l'enjeu ultime de notre entreprise et partie prenante aussi de notre entreprise, parce que nous, on a un enjeu, c'est de faire connaître cette pathologie aussi et de la faire reconnaître. Donc déjà, il faut communiquer sur cette pathologie. En communiquant sur cette pathologie aussi, on arrive à adresser notre cible et donc à faire connaître nos solutions auprès de cette cible, de ces cibles, parce qu'on en a plusieurs. Et nous, sans communication, le projet ne serait pas où il est aujourd'hui. En fait. Donc c'est vraiment... nous, c'est ce qu'on dit, c'est que là où la science n'offrait pas de perspective, en tout cas immédiate, pour la prise en charge du syndrome d'intestin irritable, nous, notre légitimité en tant que patiente, ça a été nos compétences de communicante pour faire connaître ce syndrome, pour faire connaître les solutions qui existent, et ensuite pour faire connaître Ginette et Josiane en tant que plateforme de solutions. Donc vraiment, moi, la communication, elle est au cœur de ce projet-là. On est 2 communicantes de formation, donc c'est la clé. Et ensuite, dans une entreprise, il y a aussi différentes formes de communication. Je le disais, entre mon associé et moi, elle est vraiment nécessaire. Avec nos équipes aussi, on a 2 alternances aujourd'hui. Communiquer, faire connaître aussi ce qui se passe dans l'entreprise, nos enjeux en tant qu'entrepreneuse auprès de nos équipes, c'est vraiment essentiel. Et tu disais que vous communiquez des fois sur vos difficultés, donc communiquer sur du négatif. Tu trouves ça important? Ou c'est un choix de votre part En fait, disons que nous, on considère que c'est pas du négatif. Ouais. C'est du négatif, c'est des périodes galères, etc. Mais on en ressort toujours quelque chose. Nous, en tant qu'entrepreneuse, effectivement, on n'est jamais prête. Donc, il y a plein, d'un point de vue même juridique, on a eu des galères. D'un point de vue logistique, c'est pas simple d'avoir un e-shop, etc. De devoir gérer une plateforme logistique. À l'origine, c'est nous qui faisions nos colis. On travaille avec des plateformes telles que La Poste, avec des logisticiens. Donc, c'est pas nous qui livrons dans la main de nos clients les produits. Et ça, on a eu des galères, ouais. Et sauf que ces galères, on a grandi avec, on a fait grandir l'entreprise avec. Et c'était important pour nous aussi de communiquer auprès du client et plus généralement de notre communauté sur ces choses-là. Par exemple, quand je prends la logistique, nous, on nous reproche souvent d'avoir des frais de port trop élevés. On est dans une société où en fait Amazon a habitué tout le monde à avoir des frais de port gratuits et à être livré en 24 heures. La réalité aujourd'hui, nous, c'est qu'un colis, c'est du stockage. Une petite main qui met les produits dans les colis, c'est une personne qui va fermer ce colis, une personne qui va coller une étiquette, et puis derrière, c'est le transport, c'est l'essence, etc. Nous, on est une entreprise, on ne peut pas faire ça gratuitement. On peut pas le faire. Nous, un colis nous coûte en moyenne 15 €. Les frais de port sont à 7,50 €. Et après, on a des prix dépressifs. Donc ça, pour nous, c'est hyper important de communiquer dessus. Parce que tout le monde peut dire c'est du négatif, c'est une mauvaise expérience utilisateur. En fait, non, c'est un choix aussi d'entreprise. Et on a besoin de faire de la pédagogie auprès de nos clients là-dessus. Ouais, du coup, ouais. Pour faire comprendre qu'en fait, c'est pas... il y a pas de... C'est des expériences parfois négatives pour nous, mais pour pouvoir mettre à disposition ces solutions, nous, on fait des sacrifices aussi. Nous, c'est galère, c'est des décisions.
Et je trouve qu'on communique pas assez dessus justement auprès des clients et qu'on habitue mal les clients, quoi. Donc ça aussi c'est pas négatif, c'est hyper important pour nous. Ouais. C'est important de pouvoir s'exprimer là-dessus. Rien que sur les frais de port. Moi j'ai découvert en travaillant avec un client pour un livre, sur la même chose, je crois qu'il était à 15 €. Et pourcent dans ma tête, je pensais que. Mais en fait en réalité c'est vrai que c'est intéressant d'éduquer aussi en même temps ses consommateurs et ses clients. De leur dire que eux ils ont des grosses marges donc ils peuvent se permettre de baisser, mais sur les petites entreprises, etc. Et je pense qu'ils peuvent le comprendre, à mon avis. Ils le comprennent si on leur explique correctement. Voilà, en fait, nous, c'est ce qu'on dit. C'est comme sur le domaine de la santé, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui survendent certains bienfaits, qui prêtent beaucoup d'allégations sur les produits. Et nous, on leur dit, en fait, on essaie de leur montrer. Déjà, il y a, nous, par exemple, on s'est fait contrôler par l'inspection. Et ça aurait pu être un point négatif. Et nous, on a trouvé ça rassurant, effectivement. Il y a un droit des consommateurs, il y a des choses à dire, à ne pas dire, il y a des allégations déposées ou pas, et beaucoup trop d'entreprises profitent de ça. Nous, d'un point de vue marketing, on pourrait décider de profiter de ça aussi. Ça a été un peu un coup de massue quand nous on s'est fait contrôler, qu'on nous dit vous n'avez pas le droit de parler de ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors, on s'est dit ok, comment on fait connaître nos produits sur ce sujet-là si on n'a pas le droit de communication. Et en fait, on s'est dit non, mais il faut qu'on en parle en fait, auprès de notre communauté parce que c'est ce qui prouve aussi que nous, on est sincères dans notre démarche. Ça nous a aussi rassuré en tant que consommatrice de se dire ok, il y a des contrôles et tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi. Et le message ultime, c'était de leur dire du coup, méfiez-vous aussi de ce qu'on dit. Donc c'est vraiment important, je pense, d'éduquer tout cette truc de le client est roi, le marketing, à fond les ballons et pourtant on vient de ces métiers-là, de dire non, en fait, méfie-toi si on dit quelque chose pour qu'on te le dise, qui te le dit, et quel est l'intérêt derrière. Et par ailleurs, le client est roi, c'est pas tout vrai, ça reste un client, c'est un échange. Et nous, on reste une entreprise, aussi, on peut manger à la fin du mois, de gagner notre vie et d'offrir un modèle pérenne, le plus pérenne possible, en trouvant effectivement un compromis pour que le client ait une offre intéressante et nous, qu'on puisse déjà être à l'équilibre et après, pourquoi pas, ne serait-ce que manger. En plus, c'est important de savoir qu'il y a des contrôles, du coup, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre tout et faire tout et n'importe quoi. Heureusement, ouais. Et heureusement que je pense que c'est plus rassurant qu'autre chose, même si pour l'entreprise qui se fait contrôler, c'est toujours. On a flippé, on s'est dit, on a la notion de syndrome d'intestin irritable par exemple, on ne pouvait pas communiquer dessus de la manière dont on le faisait. On s'est dit, nous on a une plateforme d'accompagnement des syndromes d'intestin irritable, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on a trouvé d'autres moyens de faire connaître nos produits, nos solutions. On a une nutrition très agile, justement, encore une fois, flexible. Il y a notre communauté qui nous identifiait déjà très bien aussi, donc il y a ce rapport de confiance avec eux. Donc nous, finalement, ça a été aussi, plutôt que d'en faire ok, ça va couler la boîte, ça a été le moyen de repositionner aussi notre boîte, de repenser nos messages et de donner de la réassurance à notre communauté sur qui on était, quel genre d'entrepreneur on était, quel type de solution on développait vraiment. Et voilà. D'où vient cette détermination du coup ? Parce que je sens beaucoup de détermination. On est patiente. Et en fait, on est les premières d'une intéressées par les solutions qu'on propose. Et de deux, on a justement, nous, pendant des années, souffert de l'errance qu'il y a autour de syndrome. On a testé des produits miracles, ce qu'on appelle la poudre de perlimpinpin, tel médicament va être magique, ça c'est la panacée, c'est vraiment avec ça que tu vas guérir, comme les gélules qu'on nous vend pour la détox, etc. Et en fait, la clé chez nous, ça a été d'être persévérante, d'être patiente, et de mettre aussi du raisonnement là-dedans. Donc c'est pour ça que nous, on a aussi cette partie, et moi en plus c'est un univers duquel je viens, mais plutôt éducation aussi. C'est trop facile de dire tel probiotique va te guérir, il n'y a pas de probiotique qui guérit. Si on pense qu'il y a un probiotique, on comprend qu'il y a en tout cas pas notre pathologie. Notre pathologie, c'est ça. Donc on comprend que c'est un changement d'hygiène de vie de manière globale, qu'il n'y aura pas une gélule magique. On comprend aussi à quel type de pro de santé il faut faire confiance. Voilà, nous, vraiment notre approche et notre détermination, ça a été de donner les clés. Et c'est pour ça que notre compte Instagram, finalement, et que
notre plateforme de manière générale, elle agit beaucoup comme un média, c'est pour ça que le livre était important pour nous aussi. On ne vend pas que des produits, en fait, d'abord on explique. Y compris même la pédagogie de nos produits, pourquoi est-ce qu'ils sont efficaces, pourquoi est-ce que nous coûtent plus cher, parce qu'on est allé chercher des souches, des composants très spécifiques qui ne sont pas que des plantes, et on explique pourquoi ils vont fonctionner. Et s'il n'est pas convaincu, l'idée c'est pas de convaincre le marketing et l'allégation, c'est de montrer pourquoi le produit a priori il est efficace, et surtout s'il n'est pas efficace pour toi, c'est d'expliquer pourquoi aussi. Et de dire qu'il peut ne pas être efficace. Parce qu'aujourd'hui un probiotique par exemple, ça peut ne pas être efficace. Et ça c'est la suite. Voilà, donc on ne vend pas de formule magique parce que nous on a trop cru, on a trop souffert de ça. Le but c'est d'aider les gens à aller plus vite dans la prise en charge. Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise? En tant qu'entrepreneuse? Les deux. En tant que patiente, justement de méfier, alors, et de ce qu'on peut me dire aussi d'un point de vue médical, en fait d'aller chercher toujours, ok, pourquoi on me dit ça, pourquoi on me vend ça, pourquoi, voilà, parce que en tant que patiente, on comprend aussi que, y compris dans le milieu médical, il y a des logiques de recherche par recherche, il y a des logiques de labo, de financement, de voilà, donc c'est d'aller toujours au pourquoi du comment, pourquoi on me dit ça. Voilà. Et après, en tant qu'entrepreneuse, ce que tout ça m'apprend, c'est que il y aurait tellement, je suis au milieu du chemin, je suis au début, je sais même pas si je suis au début, au milieu, à la fin du chemin, mais c'est justement ça, c'est que de rester ouverte à tout ce que ça peut m'apporter et m'apprendre, et que je suis pas au bout du chemin en fait, justement. Même si on fermait l'entreprise demain, je pense que ce serait un nouveau début pour autre chose. Si ça cartonne demain, je pense que c'est que le début du chemin, même si je serais forte des 3 années qui viennent de se passer. Et là, à l'instant T, ce que ça m'apprend, c'est aussi qu'il faut là que tout est tout le temps à la croisée de la suite et que donc faut rester attentif et ouverte et surtout t'écouter toi aussi et savoir de quoi tu as envie à ce moment-là et d'un point de vue business mais d'un point de vue individuel aussi. Je prends l'exemple souvent des levées de fonds. C'est quelque chose de facile et logique pour les entrepreneurs. Et nous, avec mon associé, on dit souvent est-ce que tu as envie de gérer une entreprise qui a des millions d'euros et de gérer des équipes de 20 personnes? Est-ce que tu as monté ta boîte pour ça? Est-ce que tu as envie d'être enfermé dans un bureau à la Défense? Est-ce que tu as monté ta boîte pour ça? Et du coup, ça t'interroge toi à titre perso, mais ça a du coup une conséquence sur le modèle de ta boîte. Et le fait est que nous, aujourd'hui, par exemple, avoir une grosse entreprise, par exemple moi, les entreprises avec lesquelles je suis sortie, qui font des millions et des millions, qui ont des centaines de personnes à gérer, c'est pas forcément mon but aujourd'hui d'avoir ce stress, d'avoir ce niveau de responsabilité, de grossir à ce point, c'est pas forcément, en tout cas aujourd'hui, ce vers quoi j'ai envie d'aller. C'est intéressant. Et c'est cool de l'entendre. Je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, après, dans 2 ans, peut-être que je te dirais, je veux une levée de fonds ou je veux revendre et avoir. Je veux revendre, mais rester dirigeante pour pouvoir avoir cette grosse structure qui devient une machine de guerre. Là, aujourd'hui, on aimerait évidemment grossir, grandir, avoir des équipes un peu plus grosses pour pouvoir nous aussi nous décharger de certaines choses. On aimerait que ça tourne plus.